Bien, bonsoir. On commence avec une minute de retard. Des petits problèmes à régler, merci d'être là dans cette semaine d'après Pâques. Donc on entame la 6e séance. On a déjà fait une promenade dans pas mal de paysages. On a commencé par parler de la crise, première séance, et mettre en exergue les problèmes posés par la crise à la théorie économique. Et depuis, on s'est un peu approché de ces problèmes. D'abord en parlant, on a consacré 2 séances à discuter des bulles. Pourquoi y a-t-il des bulles, ces choses bizarres qui se produisent de façon permanente, récurrente dans l'histoire? Est-ce qu'on sait les expliquer? Parlant de bulles, on a un peu parlé de quelque chose qui ressemble à une bulle, qui s'appelle la monnaie. Dans certains modèles, est une bulle. Et ça nous a conduit à discuter un petit peu du système bancaire, d'un certain nombre de problèmes liés à l'existence des banques. Et la dernière fois, on a parlé un peu plus systématiquement du système financier. Donc voilà, après 5 séances, nous nous sommes promenés un petit peu dans la campagne. Aujourd'hui, je vais parler de la liquidité. Alors, liquidité, c'est un mot qui est souvent prononcé, que vous lisez souvent dans le journal. Et je vais donc organiser mon exposé autour de 3 questions. Quelle définition? Et je vais vous proposer quelques modélisations du besoin de liquidité, puisqu'il faut bien qu'on ne soit pas toujours en descente, mais qu'on monte des côtes de temps en temps. Et je reviendrai sur une des modélisations d'ailleurs que j'avais proposées. J'en proposais une autre. Je ferai ensuite des remarques sur la liquidité qui ne sont pas directement liées au modèle que j'ai présenté, mais liées à l'observation du comportement des banques d'affaires en particulier dans la période qui a précédé la crise, dans laquelle des problèmes de liquidité, observation qu'on peut mettre sous le titre général ou générique de liquidité, même si le point de vue est relativement différent. Et enfin, j'aborderai en fin de parcours, je reviendrai sur une discussion théorique du besoin de liquidité. J'essaierai en partant d'un monde très stylisé, de voir ce qu'il faut introduire dans ce monde pour qu'on ait des choses qui s'appellent un besoin de liquidité. Je partirai et puis, je ne pense pas que je terminerai ça aujourd'hui, donc on le reprendra la fois prochaine. Alors la fois prochaine, je crois que c'est début mai, où j'aurai 2 heures en rentrée, 1 heure que je continuerai à consacrer à liquidité et monnaie, et 1 heure où je parlerai des marchés boursiers, marchés immobiliers, etc. Alors, premièrement, la partie introductive. Quelle définition pour la liquidité? Alors, qu'est-ce que c'est que la liquidité? Il n'y a pas de définition conceptuelle, consensuelle, du moins me semble-t-il. Mais il y a des utilisations du mot qui est un petit peu vague, avec des connotations assez identiques. Alors, on parle par exemple de la liquidité d'un produit. Alors, naturellement, quand je parle de liquidité d'un produit, j'ai bien naturellement d'un produit financier, de titres, etc. Et l'idée de liquidité dans ce contexte est associée à la facilité de vente de ce produit. Vous avez une action, vous avez une maison, et le vendre, c'est l'échanger contre du numéraire, l'échanger contre de la monnaie. Alors, à quoi est associée cette facilité? C'est une absence de coût de transaction, au sens où la transaction peut être faite rapidement. Si vous voulez vendre votre maison, il est rare que la transaction puisse être faite rapidement, parce qu'il faut chercher les bons vendeurs, etc. Et c'est aussi évidemment associé l'idée de liquidité à l'absence de décote, c'est-à-dire que vous vendez votre produit à sa valeur. Vous vendez votre maison à sa valeur, etc. Alors évidemment, ça dépend de quelque chose qu'on va appeler la liquidité de marché, sur lequel je vais dire un mot tout à l'heure, j'en arrive à dire un mot. Et puis, sur ce marché, de la proximité qu'il y a entre les prix acheteurs et les prix vendeurs. Il se peut que vous le vendiez facilement, mais que les prix acheteurs et les prix vendeurs ne soient pas les mêmes. Dans ce cas, vous aurez un problème de liquidité au sens large du terme. Alors, qu'est-ce que c'est que la liquidité d'un marché? La liquidité d'un marché, c'est sa capacité à absorber un volume de transactions important sans chute de prix. Alors, c'est d'abord lié à sa capacité d'absorber une transaction, mais aussi, on va plus loin, absorber une quantité assez grande de transactions.
Alors, de quoi va dépendre la liquidité d'un marché? C'est évidemment du volume des actifs qui correspondent à ce marché, hein, qui sont détenus et du volume qui est présenté de façon régulière à ce marché. Si vous avez beaucoup d'actifs mais qui ne sont jamais présentés sur le marché, donc c'est la fréquence des transactions. Tout ça, on met ça sous le terme souvent de résilience du marché, hein, sa capacité à rester lui-même, même lorsqu'on lui injecte des chocs extérieurs. Donc voilà deux utilisations du mot liquidité qui sont assez proches, hein, mais pas complètement synonymes. On parle aussi évidemment de la liquidité monétaire, hein, au sens... la monnaie, c'est un actif liquide. Il y a des actifs qui sont proches de la monnaie. Un compte d'épargne où on peut retirer son argent très rapidement, c'est aussi un actif liquide. Donc souvent, on parle de liquidité au sens de quantité d'actifs, soit purement monétaires, soit presque purement monétaires, au sens où vous pouvez les mobiliser très facilement, qui circulent dans l'économie. Alors, exemple de liquidité monétaire, celle que l'on peut mesurer, par exemple, avec les agrégats monétaires, par exemple M1, qui est la monnaie stricto sensu, hein, dépôt à vue, billets, etc., ou d'autres agrégats monétaires un peu plus larges. Alors, je n'étais pas entré vraiment je n'ai pas fait un cours de théorie monétaire, mais j'ai évoqué ces concepts et les agrégats qui sont utilisés habituellement. Alors, vous voyez bien que la liquidité, elle a en fait... Et là, je vais un tout petit peu plus loin. Elle a une double dimension, hein, l'une que j'avais appelée microéconomique et l'autre que j'ai appelée macroéconomique. Qu'est-ce que ça veut dire, dimension microéconomique? La dimension microéconomique, c'est que la liquidité d'un produit, d'un marché, par exemple d'un produit, elle va dépendre de la standardisation du produit. Si vous avez un produit assez baroque, par exemple, vous possédez la dette d'une entreprise qui a des caractéristiques très spéciales, ce n'est pas un produit standardisé, vous aurez du mal à le vendre. La liquidité a un aspect microéconomique qui est lié à la standardisation du produit. Elle est évidemment liée aussi à l'information qui doit être associée, alors pas seulement la standardisation stricte, mais également sur le fait que derrière ces objets standards, il y a de l'information standard. Ou est-ce que la définition de l'actif est très sensible à l'information qui est détenue dessus? Si vous avez par exemple une dette, c'est un actif qui n'est pas trop sensible à l'information, parce que la dette, soit elle est payée, soit l'entreprise fait faillite, mais il n'y a pas infiniment d'informations. Vous pouvez avoir de l'information sur le fait qu'elle ne puisse pas rembourser, mais c'est un actif qui n'est pas très sensible à l'information en principe. Par contre, il y a des actifs qui sont très sensibles à l'information, et dans lesquels, évidemment, l'information peut être asymétrique. Qu'est-ce que ça veut dire asymétrique? Ça veut dire qu'il y a des gens qui savent plus de choses sur l'actif que d'autres. Par exemple, si vous êtes le vendeur, vous savez plus de choses sur la qualité de l'actif que moi qui suis l'acheteur, vous aurez du mal à me le vendre. Ça s'appelle de l'asymétrie d'information. Vous aurez du mal à me le vendre au prix que vous jugez juste, parce que je me méfierais, bien entendu. Donc ça, c'est la dimension microéconomique qui est liée aux caractéristiques des produits, à la nature des marchés, au fonctionnement des marchés. Mais il y a aussi une dimension qu'on appelle macroéconomique, hein, qui est apparue en particulier dans la crise récente, qui est liée au fait que la valeur de votre actif peut dépendre de l'environnement macroéconomique. Il y a des actifs qui tout d'un coup sont jugés comme parfaitement sûrs, fiables. Les mortgage-based security, les actifs titrisés étaient considérés comme des actifs stables et que l'on vendait facilement. Et puis qui tout d'un coup deviennent douteux. Alors ils deviennent douteux parce que il s'est passé quelque chose dans l'économie qui fait qu'ils deviennent douteux. C'est-à-dire que, par exemple, tout le monde veut les vendre et ça, ce n'était pas prévu. C'est un choc macroéconomique, c'est une dimension systémique de la liquidité. La liquidité, il y a des actifs que l'on juge liquides et qui, en situation de crise, s'avèrent totalement illiquides. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'introduction et les généralités. Maintenant, je vais essayer comme je vous l'ai dit, d'illustrer ces questions de liquidité en présentant deux modèles dans lesquels la notion, le besoin de liquidité
et sous-jacents, hein, de modèles d'analyse du besoin de liquidité. Le premier modèle, c'est celui que je vous avais présenté la dernière fois, sur lequel je vais simplement revenir très rapidement. Vous avez une banque, hein, elle a un passif qui sont constitués de dépôts, alors, de dépôts qui peuvent être retirés. Et puis, en actif, elle a de la monnaie. Alors, la monnaie, ça, c'est de la liquidité, c'est un actif liquide. Hein. Et elle a un investissement. Hein. Donc, son actif, c'est la monnaie plus l'investissement. Et son passif, c'est ses dépôts plus les fonds propres. Et naturellement, l'actif est égal au passif par définition comptable. En d'autres termes, les fonds propres, c'est M plus I moins D. Hein, c'est ce que vous avez moins ce que vous devez. C'est votre capital, c'est equity capital en anglais. Et ce qui se passe dans ce monde, on avait regardé quelque chose dans lequel les dépôts étaient retirables à la date 1. Alors, la banque avait investi, elle a investi sur 2 périodes, et on peut retirer les dépôts à la date 1 si, il y avait plusieurs motifs de retirer les dépôts. C'est le motif qu'on essayait d'analyser, c'est que les déposants avaient peur, et avec ou sans raison. Hein. Et le fait qu'ils aient raison d'avoir peur, ça peut venir d'une information sur le taux de rentabilité de l'investissement, rentabilité qui n'apparaîtra qu'en deuxième période, mais que la banque avait entrepris ou qu'elle finançait, hein, et une information sur le taux de rentabilité. Alors, avant que je revienne à ce modèle et que je revienne sur l'idée de liquidité dans ce modèle, je vais faire quelques remarques amont sur les ratios comptables qu'on utilise dans ce genre d'affaires. Et alors, alors, je vais oublier l'exemple précis dans lequel je suis, hein, c'est-à-dire qu'à savoir que l'actif, c'est la monnaie plus l'investissement, mais je prends une entité, éventuellement une entité financière, mais pas nécessairement, dans lequel il y a un actif A d'un côté, et de l'autre côté, il y a l'équivalent des dépôts dans mon exemple particulier, hein, c'est-à-dire en général, c'est de la dette. Cette banque, cette entité financière est endettée par un montant grand D. Et donc, ses fonds propres, c'est la différence, c'est A moins D, c'est son capital. Alors, premier concept qu'on va utiliser, qu'on utilisera, que je vais illustrer ici, c'est ce qu'on appelle le levier. Le levier, c'est A sur F. C'est-à-dire, vous regardez tous les actifs que vous avez, hein, vous pouvez regarder votre levier en tant que ménage, vous avez un patrimoine, un actif, hein, vous mesurez comme vous voulez. Hein, il y a toujours des problèmes de difficulté de mesure de ça, du point de vue. Ces affaires comptables sont des affaires souvent difficiles à gérer concrètement. Hein. Donc vous avez des actifs et vous avez par ailleurs des dettes, des engagements. Et la différence entre les actifs et les engagements, c'est votre fonds propre, c'est votre capital. Hein, c'est ce qui vous reste si vous liquidiez votre actif et que vous payez vos dettes. Et A sur F, c'est le levier. Alors vous voyez, A est plus grand que F, par définition. Hein, donc c'est quelque chose qui est sûrement plus grand que 1. Et le levier, ça mesure en quelque sorte de combien vous multipliez ce que vous avez comme base, hein, qui sont vos fonds propres, pour avoir vos actifs. Alors, on va voir des exemples dans lesquels il y a des leviers de valeurs relativement différentes. D'ailleurs, les leviers sont de valeurs très différentes selon que vous regardez une entreprise, que vous regardez un ménage, que vous regardez une banque, que vous regardez un conduit ou un Special Investment Vehicle ou des choses comme ça. Donc, le premier concept, c'est le levier. Alors, il y a un deuxième concept dans les ratios comptables, hein, sur lequel, si j'étais compétent, je pourrais parler très longtemps, mais comme je ne suis pas compétent, je vais en parler extrêmement peu longtemps. C'est quelque chose qui est issu de Bâle 1. Hein, ça s'appelle le ratio Cook. Alors, qu'est-ce que c'est que le ratio Cook ? Bien, ce n'est pas A sur F, cette fois on met F au numérateur et au dénominateur on met A'. Ce n'est pas les actifs, c'est des actifs pondérés. Pondérés en quelque sorte par leur capacité à être... par leur capacité à être mobilisés, c'est-à-dire qu'on met
mais pas mobilisés immédiatement, par leur sécurité d'une certaine manière. Par exemple, dans A', on regarde ce que vous avez comme créance sur l'État et on met 0 comme actif. On met 0,2 pour les banques de l'OCDE, 0,5 pour les crédits hypothécaires. C'est-à-dire si vous avez 1 million d'euros de crédits hypothécaires, on en compte simplement la moitié. Et puis pour tous les autres crédits, on met un coefficient 1. On fait la somme de ces actifs, donc c'est moins que les actifs totaux au sens précédent, c'est moins que I en particulier, c'est I'. Et puis le ratio Cook dit que vos fonds propres doivent être égal à 8% de ces actifs pondérés tels que je viens de le dire. Alors ça c'est des choses... Ensuite, après BAL, ça c'était BAL 1, après BAL 1, il y a BAL 2 et BAL 3. Je vais probablement montrer un petit peu BAL 2 et BAL 3, comment ceci s'est modifié. Mais l'idée, un petit peu, c'est d'avoir des fonds propres qui soient une proportion significative de vos actifs plus ou moins sûrs. Et naturellement, ce ratio Cook, ce n'est pas un ratio de liquidité, c'est un ratio de solvabilité. Il essaie d'indiquer à quel point vous êtes solvable, étant donné les actifs que vous avez. Voilà. Alors, il y a aussi un autre ratio, un autre concept dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle en anglais la value at risk, ou la valeur risquée, VAR. Alors, la valeur risquée, c'est défini pour un certain niveau de confiance, petit c. Alors, imaginons que votre actif initialement était A de 0. Eh bien, la value at risk avec le niveau de confiance petit c, c'est le A tel que la probabilité que... Pardon, c'est le nombre VA à R, pardon, c'est un nombre, et j'aurais dû mettre un R majuscule ici. C'est un nombre tel que A soit plus petit que A de 0 moins... VAR soit plus petit que 1 moins C. Par exemple, si vous prenez C égale 95%, VAR, la value at risk, c'est les fonds propres qui assurent la solvabilité avec la probabilité 95%. Donc, à nouveau, c'est un ratio de solvabilité. Alors, il y a bien évidemment des connexions éventuellement entre la liquidité et la solvabilité, mais ce n'est pas la même chose. En particulier dans notre petit exemple, là, que je vais reprendre, les ratios de... le ratio Cook, c'est F sur I', où I est une partie des investissements. Il faut voir quel coefficient je leur mets. C'est quelque chose comme F sur I. Et le ratio de liquidité, la liquidité, ça va plutôt être M sur D. Donc voilà, il y a toute une série de ratios sur lesquels je vous ai dit un mot. Alors j'ai effectivement dit sur ce transparent, il y a plus de choses sur les ratios et la réglementation BAL 1, BAL 2, BAL 3. BAL 1, c'était 1988. BAL 2, 2004-2006. Moi, si je n'ai pas fait d'erreur en portant. Alors le ratio Cook a été compliqué pour devenir un ratio de solvabilité McDonough. Le ratio est toujours 0,8%, mais ce que vous mettez au dénominateur en dessous de F, c'est quelque chose qui a, avec 0,85 comme poids, pondère le risque de crédit. Alors ça c'est un petit peu comme dans le ratio Cook, avec des coefficients identiques. Ensuite, il y a 0,05 pour le risque de marché et 0,10 pour le risque opérationnel. Ça a sauté. Alors, le risque de crédit, il y a une pondération plus fine et plus précise du risque de défaut. Tout ça est fait avec des méthodes. Une partie du risque de défaut est évaluée par des méthodes internes, et une partie du risque de crédit est évaluée avec des estimations standardisées par des agences bien connues, qui ont été, en l'occurrence, particulièrement critiquées. Il y a une procédure de surveillance, c'est-à-dire qu'on doit justifier les méthodes internes que l'on met en place. Donc il y a tout un appareillage, dans le détail duquel je ne vais pas entrer, qui est derrière ces ratios, et je ne vais pas vous parler de BAL 3. Et je vais revenir à mon histoire, cette fois, de liquidité. Je vais me poser la question. Donc, il y a des ratios de solvabilité. Ce ne sont pas des ratios de liquidité. Ce n'est pas eux qui sont dans la réglementation. Est-ce que ça a un sens de définir un ratio de liquidité ? Est-ce que la question sur laquelle je vais essayer de réfléchir dans les 10 minutes qui suivent, c'est est-ce que ça a un sens de définir quelque chose ? Je me mets en position de vouloir réglementer
le secteur bancaire, comment est-ce que je vais définir un ratio de liquidité? Est-ce que ça a un sens de définir un ratio de liquidité et comment je vais pouvoir faire? Alors, je vais d'abord essayer de comprendre ça sur le petit modèle dans lequel je m'étais trouvé. Dans ce petit modèle, que vous allez me dire, la vie est assez simple et donc je devrais y arriver. On va voir que c'est pas... Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit la dernière fois, ce n'est pas aussi clair que ça. On aura du mal à y arriver. Alors, dans ce modèle, donc, il y a une banque, elle a des fonds propres et des dépôts, elle a de la monnaie et de l'investissement. Et les dépôts peuvent être retirés soit à t égale 1, soit à t égale 2. Alors, vous avez x% de retrait en t égale 1. Alors, si x% de vos dépôts, si xd est plus petit que m, ben vous avez la monnaie nécessaire pour répondre à ces retraits. Il n'y a pas de problème. En t égale 2, ben, ce que vous devez, c'est 1 moins xd. Vous possédez RI plus M moins XD, puisque ce qui vous reste après que vous ayez remboursé en première période, et vous faites faillite si votre taux de rendement de vos investissements, qui est obtenu en période 2, est trop petit, s'il est plus petit que D moins M sur I. Alors à ce moment-là, vous faites faillite en période 2. Mais vous ne faites pas faillite en période 1, et en particulier si R est plus grand que RS, vous ne faites jamais faillite si vous avez de quoi répondre en première période et vous avez de quoi répondre en deuxième période. Si XD est plus grand que M, alors à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, vous êtes obligé, vous n'avez pas assez de monnaie pour répondre à votre demande de dépôt, donc vous êtes obligé de liquider une partie de votre investissement, et cette partie, je l'appelle Y. Et le problème, c'est que vous allez le liquider à un taux qui n'est pas le taux que vous aurez demain, mais un taux qui implique une décote. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir grand R, qui est ce que vous aurez comme rendement demain, vous allez le liquider à R sur 1 plus J. Donc il y a quelque chose qui est plus petit que grand R. Vous allez liquider votre investissement avec une décote. En ce moment-là, si vous faites ça, vous allez voir ce qui va se passer en date 2, et vous allez voir que vous allez faire faillite si le R de date 2 est plus petit que cette quantité ici. Je ne refais pas l'algèbre, d'ailleurs, dans une situation qui n'est pas très favorable aux commentaires de l'algèbre. C'est juste une remarque qu'on m'a faite. Quand vous êtes dans un amphi devant un tableau et que vous faites de l'algèbre, c'est assez facile à suivre, et en tout cas c'est pour vous qui faites cette algèbre, c'est assez facile à faire. Quand vous êtes devant un tableau dans lequel il y a les formules ici, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Donc vous regarderez ça à tête reposée. Donc il y a etc. Donc évidemment, si on retire plus il peut y avoir également faillite en première période si la demande de retrait est trop importante. Donc, alors, qu'est-ce que c'est le besoin de liquidité? Bien, naturellement, le besoin de liquidité, il est lié ici au fait que si vous avez vous devez liquider votre investissement en première période, vous le faites à un taux moins intéressant que si vous le gardez. Vous avez R1 plus J au lieu de grand R, c'est-à-dire que vous le revendez avec des cotes. Là, j'avais ce qui résume un petit peu l'analyse que l'on peut faire de ce modèle. Si on s'appuie sur l'algèbre que j'ai esquissée, mais on a un diagramme qui n'est pas du tout surprenant. Ici, en abscisse, vous avez grand R, c'est-à-dire le taux de rentabilité de votre investissement, qui sera en tout cas assuré en deuxième période. Et ici, vous avez petit x qui est le taux de retrait en première période. Alors, vous voyez bien que si R est compris entre 0 et R de S, vous êtes en faillite, quoi qu'il arrive. De toute façon, même si personne vient retirer, vous êtes en faillite. Donc, si R est plus petit que R de S, quel que soit ce qui se passe en première période, vous êtes absolument en faillite. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous êtes entre R de S et 1 plus J R de S, alors là, les choses sont... Alors, si vous êtes à 1 plus... Pardon, si votre rendement de deuxième période, que vous apprenez ici, l'entreprise ou la banque l'apprend en première période, s'il est plus grand que 1 plus J R de S, alors elle s'en sort, parce que 1 plus J R de S divisé par 1 plus J, ça fait R de S, donc c'est ce qui permet de s'en sortir, même lorsque vous avez à liquider avec des cotes. Donc la décote n'est pas telle que vous ne puissiez pas vous en sortir. Par contre, là, vous voyez bien que si vous êtes dans ce niveau de rendement, d'investissement, si personne se retire, naturellement, vous n'avez aucun problème pour les payer en deuxième période. Et puis, il y a un moment dans lequel s'il y a un pourcentage des gens qui se retirent,
eh bien, vous allez faire faillite, quand vous êtes par ici, pour ce pourcentage ici et ce rendement-là, vous allez faire faillite en deuxième période. Vous allez réussir à en sortir en première période, mais vous ferez faillite en deuxième période. Et puis au-dessus, là, s'il y a plus de gens qui se présentent, vous ferez faillite en première période. Donc vous avez un ensemble ici qui, selon que vous prenez un point, quand vous prenez un point à l'intérieur, vous en sortez. Quand vous prenez un point à l'extérieur, vous n'en sortez pas. Alors, pourquoi c'est problématique? Parce que la question est de savoir, quand grand R est ici, est-ce que les gens, où est-ce qu'ils se mettent le long de cette ligne? C'est-à-dire, quel est le pourcentage de gens qui s'en vont? Alors, il y a plusieurs réponses. La première, c'était celle de l'équilibre multiple. Tout est possible. Soit personne s'en va, donc là on s'en sort très bien, soit tout le monde s'en va et on plonge. Donc il y a, si vous acceptez cette histoire, il y a une incertitude stratégique. Alors on avait levé cette incertitude stratégique en faisant l'hypothèse que les agents, en première période, donc la banque apprenait son vrai R, mais les agents, c'est-à-dire ceux qui avaient à retirer, recevaient un signal du vrai R. C'est-à-dire si R était... un signal, ça veut dire qu'ils reçoivent une information qui n'est pas le vrai R, mais qui n'est pas très loin. C'est une variable aléatoire dont la moyenne est le vrai R, etc. Et compte tenu de ça, on avait vu que la coordination passait par un jeu dans lequel la variable stratégique, c'était à partir de quel signal, c'est-à-dire du R que je reçois, je m'en vais, à partir de quel signal je ne m'en vais pas. C'est ce qu'on appelait une stratégie seuil ou une stratégie gâchette. On avait vu que dans ce jeu à stratégie gâchette, il y avait un seul équilibre. Il y avait un seul équilibre, c'est-à-dire qu'on transformait notre indétermination de demain en quelque chose que l'on pouvait prévoir. C'est-à-dire que la banque peut savoir si, ce qui va se passer si elle observe R aujourd'hui, parce qu'elle va tomber en faillite ou pas faillite. Donc on était capable de déterminer le R vrai pour lequel il y avait faillite. Il y a un R entre les deux ici, qui compte tenu de l'information qui parvient aux gens, qui est telle que si c'est plus petit que ce R étoile, qui est la solution, on a faillite. Si c'est plus grand que ce R étoile, on n'a pas faillite. Et ça dépend de la coordination, ça dépend des conditions dans lesquelles se produit cette panique qui conduit à la faillite. Et ce qu'on avait vu, c'est qu'il y avait... Et donc, naturellement, le problème, ce R étoile, c'est-à-dire ce qui va se passer, dépend du ratio de liquidité. On a même vu que si le ratio de liquidité était suffisant, R étoile pouvait être égal à R de S. C'est-à-dire que s'il y avait un ratio de liquidité qui était suffisamment fort, grand M sur D, en particulier, si vous avez M sur D égale 1, ce serait le cas, si tous vos dépôts étaient transformés en monnaie, mais à ce moment-là, vous aviez quand même très peu d'investissement, évidemment, eh bien, vous vous en tirez, même lorsque vous êtes limite. Mais de toute façon, ce que dit cette théorie, c'est qu'il y a un seuil limite, compte tenu des conditions de liquidité dans laquelle se trouve la banque ici, il y a un seuil limite pour lequel il y a faillite et un seuil pour lequel il n'y a pas faillite. Alors vous voyez bien que la liquidité ici, elle a une dimension microéconomique. Ce qui se passe, ça dépend de l'investissement dans lequel je suis entré, c'est du produit dans lequel je suis entré, ça dépend du marché, puisque le marché, je suis capable de me réapprovisionner avec une décote, R sur 1 plus J, mais ça dépend aussi, il y a une composante macroéconomique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose... selon que je suis, il y a quelque chose qui va dépendre de ce qui va se passer demain. Et ce qui va se passer demain, c'est une incertitude, non pas une incertitude liée comme l'incertitude sur le taux de rendement extérieur, à moi c'est une incertitude stratégique qui dépend de ce que vont faire les autres. Ça c'est une première chose. Donc le besoin de liquidité est aussi lié à l'incertitude stratégique. Et ça c'est quelque chose qui est à la fois très important et très mal pris en compte dans la théorie économique d'aujourd'hui. Alors, maintenant, dans ce monde-là, qu'est-ce que vous allez faire une réglementation? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que, évidemment, vous pouvez dire M sur D devrait être très grand, mais ce n'est pas sûr que ce soit une bonne idée parce qu'en faisant ça, vous restreignez la taille de l'investissement. Socialement, il faut probablement mieux que de temps en temps, il y ait des paniques bancaires qui réussissent et que des investissements plus importants soient faits.
Et c'est vrai également du point de vue de l'entreprise. L'entreprise peut choisir délibérément d'avoir un rendement plus élevé et de temps en temps de faire faillite. Peut-être d'ailleurs qu'elle a intérêt à le faire. Hein, si c'est une entreprise qui est... les entreprises sont à responsabilité limitée. Hein, il y a dans tous les domaines, il y a des fois vous avez intérêt à faire faillite parce que si vous faites faillite, vous ne payez pas de l'ensemble des pertes, mais seulement une partie. Donc d'accord. Donc tout ceci, c'est pas très évident, même dans ce monde extraordinairement simplifié, de savoir qu'est-ce qu'est une réglementation de liquidité. Alors je vais prendre un deuxième modèle de liquidité dans lequel on va thésauriser de la liquidité. C'est-à-dire qu'on va décider, tout à l'heure, ce grand thème que je mettais dans le système, hein, c'était une donnée, puis je regardais ce qui se passait lorsque je faisais varier. Maintenant, on va prendre, à la date 0, il y a, alors on peut l'appeler une banque, une entreprise, mais enfin on peut dire qu'elle investit grand I plus QX grand I. Alors qu'est-ce que c'est X? Alors X, c'est lorsque j'investis, je fais une unité d'investissement, j'investis également petite x unité de liquidité, enfin d'actifs liquides. Mettons que ce soit de la monnaie pour simplifier, dont le prix est Q. Alors le prix Q, c'est le coût d'opportunité, hein, c'est un prix plus grand que 1, c'est-à-dire que je pourrais faire un autre usage qui serait plus intéressant. Donc le premier cas, la liquidité immobilisée, lorsque je fais I, c'est XI. Et donc l'investissement, si je fais ça, si pour chaque unité d'investissement, j'immobilise de la liquidité, je thésaurise de la liquidité, eh bien ce dont j'ai besoin, c'est grand I plus QXI. De quoi je dispose? Eh bien, je dispose de A qui sont ce que je peux mettre dans l'affaire. Donc il faut que j'emprunte I moins A plus QXI. J'ai besoin de I plus QXI. J'ai grand A, donc il faut que j'emprunte I moins A plus QXI. Alors qu'est-ce que ça va me donner? Alors là, on fait l'hypothèse, on est dans un monde qui est un monde, alors c'est à nouveau important, qui est un monde de seconde baisse, dans lequel la seule chose, on ne peut pas promettre, il y a seulement une partie de l'investissement, que j'appelle S seconde I, lorsque j'investis grand I, est gageable. C'est-à-dire je peux m'engager à le rendre. Si j'obtiens grand I demain, je fais l'investissement grand I, il y a seulement la partie S seconde grand I que je peux gager, c'est-à-dire contre lequel je peux emprunter. Donc je suis dans un monde dans lequel les engagements, le contrat que je peux signer sont liés à l'engagement que je peux prendre, l'engagement crédible que je peux prendre de rembourser. Et donc j'introduis l'idée qu'il y a des produits qui sont gageables. Donc il y a S seconde I qui est gageable, et en fait, ce qu'obtient l'entreprise, c'est S' moins S seconde I, ça c'est ce qu'elle obtient. S seconde I, c'est ce qu'elle gage, c'est ce qu'elle a gagé, et S', c'est ce qu'elle obtient. Donc elle a un surplus. Elle a un surplus nécessaire et qu'elle ne peut pas liquider, par ailleurs, qu'elle ne peut pas promettre de donner à quelqu'un. Alors, l'histoire comment? Eh bien, il y aura les dates 1 et 2. Ça, c'est ce qu'elle fait à la date 1, en supposant qu'elle thésaurise. Alors, avec probabilité petit a, tout se passe bien. C'est-à-dire que je mets en place l'investissement qui est donné ici, et on va en période 2, et on récupère l'investissement. Et donc, moi, je leur donnerai S seconde I à mes prêteurs, et j'obtiendrai S' moins S seconde I. Avec un probabilité 1 moins A, il y a un accident. Et alors, je dois réinvestir 1 pour 1. C'est-à-dire là où j'ai investi grand I, il faut que je réinvestisse 1 pour 1. Si je veux continuer. Ou j'arrête, ou je fais faillite. Alors qu'est-ce que va faire la banque ou l'entreprise que je suis en train de considérer? Eh bien, à la période 1, elle fait défaut. C'est-à-dire qu'elle ne rembourse pas ses créanciers. Et là, elle a le choix entre poursuivre et abandonner. Si elle veut poursuivre, il faut qu'elle retrouve de l'argent. C'est là qu'on va voir pourquoi elle a thésaurisé de la liquidité, parce que si elle a thésaurisé de la liquidité, elle a trouvé moins d'argent demain. Alors, quelle est sa... Donc, il faut qu'elle trouve de l'argent demain au taux grand R. Donc, la première remarque, c'est que sa capacité d'emprunt à la période 0, c'est A, S seconde I. A, c'est la probabilité que ça se passe bien. S seconde I, c'est ce qu'elle peut donner lorsqu'elle met en place grand I. À la période 1, pour qu'elle puisse poursuivre sans réduction d'échelle, c'est le seul cas que je vais considérer ici, il faut que grand R soit égal à S.
lorsqu'elle met une unité d'investissement, qu'elle doit payer grand R si elle veut pour une unité d'investissement, eh bien, ça va être égal à S seconde I, ce qu'elle peut promettre, puisqu'elle a fait défaut hein, vis-à-vis de ses premiers créanciers, mais elle peut toujours promettre S seconde par rapport au second si elle relance le projet, avec la même. Là, je prends pour unité du projet, plus X. X, c'est ce qu'elle a thésaurisé. Là, ça lui sert, puisqu'elle a eu un accident, elle a thésaurisé, donc elle peut emprunter de l'argent après avoir fait défaut, de façon crédible vis-à-vis des nouveaux emprunteurs, parce qu'elle a thésaurisé. Alors, on poursuit l'histoire, qui est assez simple. Hein. L'histoire, là, premièrement, c'est ce qui détermine I moins A plus QXI égale à S seconde I. Ça détermine grand I si je connais X. Hein. Si je fixe X, la quantité que je thésaurise par unité d'investissement, hein, eh bien, cette équation me détermine grand I. C'est ce que je peux emprunter en pouvant le rembourser. Alors, je pouvais rembourser A, c'est la probabilité que ça fonctionne, S seconde I, c'est ce que je donne aux agents. Mon taux d'intérêt est 0, et ils sont neutres vis-à-vis du risque. Ils s'intéressent simplement à l'espérance mathématique de la somme qu'ils vont avoir. Évidemment, je simplifie pas mal, ce sont des prêteurs qui sont sympathiques. Alors, si je poursuis en période 1, comme je l'ai dit, c'est R égale X plus S seconde. Ça détermine évidemment X dès lors que je connais R et S seconde, et ça va déterminer donc la liquidité requise, ces deux équations, et le niveau d'investissement que je vais faire est égal à I étoile, c'est l'algèbre très simple, égale qui est la formule qui est ici. Alors de façon non surprenante, si on voit que si S seconde augmente, c'est-à-dire ce que je peux donner aux investisseurs, si le dénominateur diminue et donc le numérateur augmente, donc I étoile augmente lorsque S seconde augmente, ce qui est normal. I étoile augmente lorsque petit a augmente, ce qui aussi est normal, puisque petit a, c'est la probabilité que ça fonctionne. Donc vous avez une échelle d'investissement qui est ici. Ça, c'est un cas. J'ai un autre cas, c'est cette fois, je fais l'impasse, ça passe ou ça casse. Si ça casse, j'oublie. Alors, si ça casse, j'oublie, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, aujourd'hui, je vais investir grand I. Je dispose de A. Je n'ai plus à investir QX grand I cette fois. Donc, j'ai plus à thésauriser de la liquidité. Et donc, ce que je vais obtenir, je vais choisir un niveau I étoile. Ce marché me permet de faire un investissement I étoile qui est simplement égal à grand A sur 1 moins S seconde petit a, et qui naturellement est plus grand que I étoile. C'est assez intuitif, hein, puisque dans le premier cas, j'étais obligé de mettre de côté de l'argent à côté de mon investissement, je mette du côté au cas où j'aurai un problème. Là, au cas où j'ai un problème, j'abandonne. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est le mieux? Du point de vue de la banque, vous vérifiez hein, simplement que savoir ce que vous obtenez dans le cas. Dans le premier cas, ce que vous obtenez S' moins S seconde I étoile. Parce que dans tous les cas, vous aurez le surplus. À un moment, vous avez été obligé de remettre au pot, mais vous aurez le même surplus. Dans le deuxième cas, vous avez simplement S' moins S seconde I double étoile, multiplié par A la probabilité que ça réussisse. Si ça ne réussit pas, vous perdez. Là aussi, vous êtes neutre au risque. Vous comparez, donc vous regardez cette formule. Hein. Alors, qu'est-ce qui est bon pour la provision? Ce n'est pas étonnant. Hein. Si le coût est faible, le coût d'approvisionnement de la provision est faible, eh bien, c'est bon pour cette solution. Et évidemment, si petit a, la probabilité que ça se passe mal est élevée, il faut aussi provisionner. Si S seconde est élevée, vous avez des bonnes conditions de renégociation, hein, et ça, c'est bien aussi. Alors, on ne va pas épiloguer très longuement sur le modèle, mais je voudrais simplement faire remarquer 2-3 choses. Donc, il y a deux possibilités, il y a deux tailles d'investissement, et vous voyez bien qu'il y a un arbitrage entre la taille que vous avez, votre investissement, et l'assurance. Si vous prenez une grande taille, vous n'êtes pas assuré, ça ne marchera peut-être pas. Quelles sont les questions? Je vais juste les évoquer parce que je ne suis pas spécialement en avance. Hein. La première question, c'est la seule que... ça, c'est ce qu'a intérêt à faire la banque. Est-ce que c'est ce qu'a intérêt à faire la société dans ce monde? Dans ce monde, il n'y a pas de différence essentielle entre la banque et la société parce que tous les gens qui participent, ce qui est obtenu, c'est ce qu'obtient la banque, mais tous les autres acteurs sont compensés exactement
en fonction de leur contribution. Donc, les objectifs de la société et les objectifs de la banque ne sont pas différents. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer malgré tout? C'est que, là, il y a un point sur lequel je ne vais pas discuter au fond, mais j'ai fait l'hypothèse que I était observable. Alors, ce qui pourrait se passer, c'est que la banque dit qu'elle va faire I double étoile, et en fait, met en œuvre simplement la quantité d'investissement I étoile, c'est-à-dire thésaurise alors qu'elle a promis de ne pas thésauriser, ou vice-versa. Alors il y a la question, est-ce que si on n'observe pas I, si les prêteurs n'observent pas I, est-ce qu'il y a un problème d'incitation de la banque à faire ce qu'elle dit qu'elle fait? Ça, c'est la première chose. Et alors, évidemment, lié à ça, est-ce que l'équilibre que j'ai donné ici est un vrai équilibre? Et à ce moment-là, si ce n'est pas un vrai équilibre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question de savoir si ce qui en sort est une solution efficace socialement change de nature. La réponse n'est pas la même. Alors, la question sur laquelle je vais revenir, ça mériterait de discuter de celle-ci, juste une remarque. La question de savoir si le marché produit quelque chose qui est satisfaisant du point de vue social est toujours derrière les histoires qu'on raconte. Dans toute la discussion sur ce qui s'est passé avec la finance mondialisée, il y a quand même deux grandes idées qui s'affrontent. L'une, c'est que le marché par lui-même, lorsqu'il fonctionne, produit les bons résultats. Et l'autre, qui est l'opinion de ceux qui, comme moi, pensent que le marché ne produit pas nécessairement les bons résultats. Alors, il faut bien voir, et le débat sur la réglementation, il est associé à ça. Mais il faut bien voir naturellement que ce n'est pas parce que vous avez montré que le marché ne produit pas le bon résultat que vous avez une réglementation efficace. À nouveau, il faut essayer de trouver ce qu'il faut faire pour que le marché fonctionne mieux. Est-ce qu'il y a des propositions faciles à mettre en œuvre qui assurent que, dans la plupart des cas, vous ferez mieux que par le marché dérégulé? Et comme vous avez vu tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas très facile nécessairement. Dans le cas très simple de faut-il un plafond de liquidité, je n'ai pas été capable de répondre ici. Alors ici, ça ne va pas être non plus très facile. Parce que, est-ce qu'elle va être trop forte ou trop faible? Alors je vais regarder deux choses. Cette histoire, visiblement, quand j'ai dit que c'était socialement optimal, je me suis un tout petit... Dans mon monde très simplifié, c'était vrai. Mais ce n'est pas vrai dès que je mets un peu de chair sur cette histoire. Et je vais supposer qu'au lieu de thésauriser la liquidité, de la garder chez vous, vous pouvez obtenir une ligne de crédit qui sera mobilisée avec probabilité. Alors mettons que par exemple A, la probabilité que ça se passe mal, soit 1,5. Je prends 1 égale 1,5. Donc vous prenez au début des temps une ligne de crédit avec probabilité égale 1,5. Alors normalement, il faut que vous mettiez une provision. Mais la provision que vous avez à mettre, c'est la moitié de celle que vous auriez à mettre si vous étiez de votre liquidité thésaurisée. Donc le coût est plus faible. Alors est-ce que c'est mieux pour la société? Ben oui, c'est mieux pour la société si le risque est un risque complet, s'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le même cas et qui ont des risques qui sont indépendants. Pourquoi? Parce que la banque qui va leur donner cette provision, cette ligne de crédit, il suffit qu'elle prenne en provision l'espérance mathématique de ce que ça va lui coûter, c'est-à-dire la moitié de ce que j'avais vu tout à l'heure. En moyenne, par la loi des grands nombres, elle n'aura à payer que la moitié. Donc il y a une possibilité de compensation entre tous les gens, de par la loi des grands nombres, c'est comme la titrisation, de par la loi des grands nombres, entre tous les gens qui sont dans cette activité, qui fait qu'ils ont à thésauriser moins que ce qu'ils auraient à faire s'ils étaient tout seuls dans ce monde. Donc ils ont une thésaurisation qui est trop forte socialement. Mais naturellement, ceci n'est vrai que si les risques qui sont portés par chacune de ces entités sont des risques non corrélés, comme le suppose très souvent la théorie financière, la réglementation, etc., etc. Si ces risques sont corrélés, alors on dira qu'on a un risque macroéconomique ou un risque systémique. Et à ce moment-là, la question se repose, est-ce que cette solution est bonne? Non, pas spécialement. Il faut encourager aussi la thésaurisation qui est dessus. Donc à nouveau, même dans ce monde très simple que j'ai vu, que j'ai parcouru à toute allure, même dans ce monde très simple, la question de la réglementation n'est pas évidente. Il y a quand même des arguments pour penser qu'il faudrait un minimum de liquidité plutôt qu'un maximum, mais il y a des cas dans lesquels on peut argumenter qu'on devrait avoir une réglementation qui interdise trop de liquidité.
Alors, donc ça, voilà des considérations un peu abstraites sur la liquidité, qui sont... Maintenant, je vais faire un certain nombre d'observations et parler de quelque chose qui peut s'appeler la liquidité, de façon, comme vous verrez, de façon non tout à fait standard, sur les marchés financiers. Alors, on va revenir au levier d'endettement. Alors, je vous ai fait le petit dessin, c'est toujours la même chose. J'ai quelqu'un une entité qui a un actif grand A, un passif grand D plus F. D, c'est ses engagements, ça peut être sa dette, c'était les dépôts tout à l'heure, c'est tout ce qu'on veut, ça peut être plus généralement, c'est des engagements qu'elle a vis-à-vis du reste du monde, et A égale D plus F. Donc je l'ai dit, ça c'est la chose comme ça. Donc tout à l'heure j'avais A égale M plus I, en général c'est A égale T pour des banques d'affaires, et le levier c'est A sur F. Alors vous voyez, il y a A ici, il y a F ici, et il y a D ici. Ça c'est vos engagements, vos actifs. Alors ces actifs, point que je ne vais pas du tout débattre, ils sont valorisés aux valeurs de marché. Ce n'est pas non plus un point mineur, mais je ne vais pas en débattre ici. Ils sont market to market. Donc voilà. Alors, je vais faire un petit exercice sur le levier pour que vous voyez bien les choses. Alors, admettons que vous ayez, alors cette fois on va regarder du point de vue d'un ménage, il a une maison qui vaut 100, et au passif il a une dette, par exemple une hypothèque de 90, un crédit hypothécaire de 90, et donc son capital, c'est 100 moins 90, ça fait 10. C'est l'équivalent des fonds propres dans ma... Alors, admettons que donc, le levier initial il est égal à combien? Il est égal à A sur F, c'est-à-dire à 10. Alors maintenant, supposons que la maison augmente, le prix de la maison augmente. La maison vaut 101. Vous avez toujours comme dette 90, donc vous avez F, vos fonds propres ont augmenté, votre capital a augmenté, il est passé à 11. Et donc le levier, tel que on m'a dit de le calculer, c'est simplement 101 sur 11, il est 9,2. Vous avez un levier qui est plus faible. Alors si je ramenais le levier à 10, comment je vais faire? Eh bien, je vais choisir D égale 99, donc je vais m'endetter de 9 de plus. Je vais l'ajouter, alors je vais agrandir la maison, comme ça elle vaudra 110, puisque je me suis endetté de 9 de plus, 110. À ce moment-là, j'ai A, donc 99 à 110, les fonds propres sont de 11. La valeur de l'actif est 110, donc j'ai maintenu mon levier à 10. Alors évidemment, juste pour faire ce petit exercice, donc lorsque la valeur de vos actifs augmente, votre levier change. Qu'est-ce que font les acteurs économiques dans ces circonstances? Ils voient leur valeur de l'actif augmenter. Est-ce qu'ils changent leur levier ou pas? Là, on peut ne pas le changer. On peut ne pas réagir. Dans ce cas, ça va changer le levier. On peut réagir. Et éventuellement, on peut ramener le levier au même moment. Alors, d'abord, les valeurs très différentes du levier, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous avais dit que ce n'est pas nécessairement exactement le levier en ce sens, mais les entreprises en rapport dette sur action entre 1 et 3, donc c'est des leviers beaucoup plus faibles. Les banques commerciales, 11, banques d'épargne, 28, c'est les chiffres que j'avais donnés. Les banques d'affaires américaines, sur une période assez longue, où j'ai pris la moyenne de leurs fonds propres et la moyenne de leurs actifs, ça faisait 13 289 sur 344 599, c'est à peu près aussi 25 à 30. Alors il y a des chiffres beaucoup plus forts pour certains, pour certaines institutions étranges, comme s'appelaient les conduits, etc., dont j'ai parlé tantôt. Alors maintenant, donc là je reviens, c'est exactement la même chose. Simplement, je vais regarder la modification du levier. Admettons que mes actifs augmentent de 1 plus G et que mes engagements grand D soient constants. Mes fonds propres, à ce moment-là, c'est mes actifs moins mes engagements, mon capital, c'est A1 plus G moins D. Donc vous voyez que F sur A va décroître. Le levier va décroître, c'est ce qui se passait tout à l'heure. Maintenant, si, profitant de cette opération, j'augmente ma dette, j'augmente mes engagements de 1 plus G. Alors, vous voyez facilement que le levier F va devenir A1 plus G moins D, facteur de 1 plus G. Si vous le divisez par A1 plus G à nouveau, ça va faire à nouveau 1 plus G s'en va partout, ça fait A moins D sur grand A, c'est le levier initial. Donc si vous augmentez votre dette
autant qu'augmentez vos actifs, vous maintenez votre levier. Vous ne multipliez pas, vous restez dans la même situation en termes de levier. Alors, si D croît plus vite que G, alors le levier va croître. C'est-à-dire que vous endettez plus vite que vos actifs ont été valorisés. Alors, le levier va croître. Et alors, vous pouvez faire un petit exercice d'algèbre. L décroît au taux G, ou croît au taux G si A moins D égale 1 plus G, etc. Enfin bon, j'espère que ceci est juste. Je ne vais pas le commenter, parce que je ne suis pas sûr que c'est décroît, mais plutôt croît. Bon, on va oublier. Je ne vais pas me concentrer là-dessus. Alors, qu'est-ce que font les agents avec cette histoire de levier? Eh bien, ça, c'est pour les États-Unis. Je crois que c'est sur une période qui va de 1963 au 66 à 2008. Là, vous avez on regarde un petit peu les actifs des ménages. Alors, les actifs, ça correspond à un point, et la croissance de leur levier. Vous avez ici la croissance de vos actifs, et ici la croissance de votre levier. Par exemple, 0, ça n'a pas accru. En général, donc, en moyenne, vous voyez que les croissances des actifs tournent autour de 2%, si je crois ce diagramme. Et vous regardez la croissance du levier. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que si le levier est négativement corrélé à la croissance des actifs. C'est-à-dire que les ménages, lorsque leurs actifs augmentent de valeur, grosso modo, ne s'endettent pas plus ou ne s'endettent qu'un tout petit peu plus. Donc les ménages ont un levier qui est négativement corrélé à la valeur de leurs actifs. Si maintenant vous prenez, pour les mêmes États-Unis sur la même période, vous prenez, alors ici je crois que c'est les entreprises, et ici ça doit être les banques commerciales. Vous faites le même exercice, c'est-à-dire chaque année vous prenez la croissance du levier, sur lequel on a discuté tout à l'heure, et vous prenez la croissance des actifs. Vous voyez que cette fois, en moyenne, alors évidemment, des fois ça bouge, mais en moyenne, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que le levier, pour les entreprises comme pour les banques commerciales, a tendance à rester constant. Donc, c'est-à-dire que, grosso modo, si je reviens à ma discussion tout à l'heure, ils ont tendance à augmenter leurs engagements à la même vitesse, ou accroître leur dette à la même vitesse que leurs actifs. Maintenant, si vous prenez, on a fait le même exercice avec les banques d'investissement américaines, les banques d'affaires, qui ont été assez touchées dans la crise. Donc là c'était la liste. Alors ici, ce n'est pas exactement les banques d'affaires, je me suis trompé de diagramme, c'est en fait celui qui... c'est quelque chose de plus large, une catégorie plus large qui est les Security Brokers and Dealers. Et là, vous avez l'effet de levier qui comprend les banques d'affaires, mais quand on met les banques d'affaires seules, le diagramme ne change absolument pas, et en fait l'accent dans l'article que j'ai regardé est sur les banques d'affaires. Et vous voyez que si les actifs croissent, le levier dans ces institutions croît. C'est-à-dire donc si vos actifs augmentent, parce que par exemple, vos actifs sur le marché boursier augmentent, eh bien vous faites croître également votre levier. Ça veut dire que vous endettez à un taux plus élevé etc. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et comme je suis en retard, je vais aller plus vite. Mais donc en période face, les banques d'affaires accroissent leurs dettes. Alors elles le font en fait par mise en pension des faits. Il faudrait que j'en dise un peu plus ou j'en dis trop ou trop peu ici. Et l'accent mis dans l'article dont je vous rapporte les résultats ici, c'est que, au fond, la liquidité, c'est peut-être pas ce qu'on pense. La liquidité, c'est lorsque les banques d'affaires augmentent en période faste, leurs actifs augmentant augmentent aussi leur levier, ça veut dire qu'elles mettent plus d'actifs, qu'elles achètent plus d'actifs. Puisqu'elles s'endettent et elles achètent donc plus d'actifs. Donc elles créent une pression, elles assurent de liquidité aux gens qui possèdent ces actifs. Ce faisant, elles assurent de la liquidité aux gens qui possèdent ces actifs. Et naturellement, le problème, c'est que tout se passe en période de rétraction, tout se passe en sens inverse. C'est-à-dire que quand la valeur de vos actifs se rétracte, eh bien, votre levier va diminuer, donc cette rétraction va être cumulative. Donc il y a un côté procyclique, qui probablement a joué un rôle assez important dans la crise. Alors j'en ai dit à nouveau trop peu ou trop peu.
Ça mériterait plus d'explications. Oui, en particulier, une des choses que je n'ai pas dites, c'est un comportement qui est probablement lié à l'utilisation de la value at risk dont j'ai parlé tout à l'heure. La value at risk sous-estime les risques corrélés ou les risques systémiques. Et le comportement que je viens de donner ici d'accroissement de l'effet de levier est compatible avec les idées de value at risk, avec le fait que l'on utilise ce que j'ai appelé la value at risk, VAR, constant. Bon, j'arrête là. La prochaine fois, j'essaierai de revoir ces questions de liquidité en demandant qu'est-ce que la liquidité. Et pour ça, je repartirai d'un monde dans lequel il n'y a pas besoin de liquidité. Et je compléterai ce monde progressivement pour faire apparaître pourquoi il y a besoin de liquidité et quelle est la nature à chaque étape de ce besoin de liquidité. Et donc je vous parlerai à la fois de besoin de liquidité lié au fait qu'on a des marchés qui ne sont pas parfaits, qui ne sont pas complets, qu'on doit comprendre avec la théorie de l'agence et pas avec les théories standards. Et deuxièmement, qu'il y a des besoins de liquidité liés au fait que les anticipations ne sont pas rationnelles. Voilà, je suis en retard, je m'en excuse auprès de l'orateur suivant qui vient d'arriver. Mais on va reprendre dans 4 minutes, donc merci de votre attention.